Arrêté interministériel portant plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée en République du Bénin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances. Vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la loi 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin. Vu la loi 2016-025 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Vu la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Vu le décret 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du gouvernement. Vu le décret 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure type des ministères. Vu le décret 2021-542 du 25 octobre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Industrie et du Commerce. Vu le décret 2021-307 du 9 juin 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de vente en détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collecté incluse. Les prix de vente des distributeurs, grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA. La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux. Article 3. Le prix fixé à l'article 1er ci-dessus est valable pour une période de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 4. L'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée sont interdites. Article 5. Durant la période prescrite à l'article 3 du présent arrêté, les services compétents du ministère en charge du commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des prix. Article 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux tests en vigueur. Article 7. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 19 mai 2022. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, le ministre de l'Économie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le président de la Fédération internationale des soins palliatifs est au Bénin pour soutenir les efforts nationaux. Le programme du gouvernement en soins palliatifs a un écho à l'international, d'où le séjour du professeur Benoît Bouroukoa. Les cadres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication revisitent les interventions de l'institution dans l'écosystème médiatique. On ira à leur conclave à Boïcon où ils passent au crible leurs outils de veille des médias. C'est un acte diplomatique audacieux et rare. Le retrait du Mali des organes et instances du G5 Sahel, une décision qui ne sera pas sans conséquence. Un expert nous éclaire.
Bienvenue à ce journal qui a démarré sous les auspices de la vie chère et de ce communiqué très important du ministère de l'Industrie et du Commerce, 1300 francs CFA. Ainsi est fixé officiellement le prix de l'huile végétale raffinée partout au Bénin. Retenez 1300 francs CFA, le prix de l'huile alimentaire partout au Bénin. Décision prise par arrêté du ministère de l'Industrie et du Commerce et qui prend effet dès aujourd'hui et ce pendant 3 mois. Je l'annonçais en titre, une délégation de la Fédération internationale de soins palliatifs est au Bénin depuis ce mercredi hier. La raison de la présence de cette délégation, c'est soutenir le programme de soins palliatifs du gouvernement. Le président de cette fédération nous donne ici un peu plus d'informations au micro de René Kofi. Les soins palliatifs, ça veut dire essentiellement que la personne est atteinte d'une maladie non guérissable. Mais entre le moment où elle va apprendre que cette maladie la touche et le moment de sa mort, il peut s'écouler des années, des semestres, des mois. Donc vous voyez que là, on introduit la notion de soins palliatifs précoces à partir du moment où la personne et ses soignants, ses médecins comprennent que malheureusement, cette maladie va évoluer dans une chronicité ou parfois de manière plus rapide. Cette fédération francophone, elle réunit, on va dire, les forces de soins palliatifs de plusieurs pays. C'est tous les pays francophones, mais particulièrement les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on fait un état des lieux. Il nous est demandé d'observer toutes les avancées déjà réalisées, de mettre en perspective les progrès et éventuellement même de donner des recommandations à la fin de ces 10 jours. Un volet de la mission, c'est donc rencontrer les autorités. Mais un autre volet, c'est de faire de la formation, mais aussi de sensibiliser le tout public. Et demain, par exemple, nous allons donner une formation à 150 professionnels de la santé, des étudiants en médecine, des étudiants en soins infirmiers, mais des médecins de tout le département de médecine de l'hôpital, du CNHU. Et samedi, qui vient, de 9h à 11h, avec Madame Françoise Boissière, qui est dans la délégation, qui est avec moi, nous allons animer une conférence grand public dans le grand amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé. Et donc tout le monde est invité. Ça donnera lieu vraiment à une redéfinition de ces soins palliatifs dans le sens que j'ai donné. Et la conférence grand public va permettre de définir les besoins de la population et la façon dont cette population va se saisir de ce problème qui est un problème de santé publique. Les rapports du régulateur des médias avec l'écosystème sont loin d'être un long fleuve tranquille. La veille de la HAC débouche bien souvent sur des remontrances. À l'interne, les cadres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication revisitent leurs missions, leurs interventions. Rien de tel qu'un conclave pour passer au crible les missions et outils de veille. Au menu, entre autres sujets, les obligations conventionnelles des organes audiovisuels privés et le rôle de l'analyste. Le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti, est au cœur de ce conclave à Boycon. Roland Tchanka et Kanel Capo nous éclairent. Ils sont conseillers, chefs services, analystes et autres cadres à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Leur rôle, scruter le travail des professionnels des médias, de la presse écrite à la télévision, en passant par la radio, les médias en ligne, les forums et les réseaux sociaux. La tâche est titanesque et sa réussite nécessite la maîtrise d'outils appropriés de travail. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les cadres de la HAC pour relever les défis qui sont les nôtres et surtout à l'avènement du numérique. Et notre souhait est que, au sortir de ces échanges, que nous puissions déboucher sur des recommandations devant nous permettre de régler la problématique de la régulation des médias en ligne. Pour avoir accès à l'information et à la vraie information, il faut des femmes et des hommes bien formés pour suivre ce qui se fait, ce qui s'écrit, ce qui se montre dans nos organes de presse. Et ces femmes et gens, ce sont les analystes. Nous sommes en pleine numérisation. La technologie avance. Il nous faut aussi nous mettre au pas.
Pour une presse libre et indépendante au service de la nation, chaque acteur doit y mettre du sien. La formation qui est initiée ce jour a vocation à s'étendre aux professionnels des médias que la HAC considère comme ses collaborateurs. En trame de fond pour la HAC, donc le souci d'harmoniser les relations avec l'environnement, les médias et l'opinion. Un état d'esprit qui tombe d'ailleurs très bien car le mois de mai, précisément le 16 de ce mois, on fête le vivre ensemble. N'y voyons pas rien qu'une affaire de doux rêveurs romantiques. C'est la prestigieuse institution onusienne qui en fait un enjeu de cohésion entre les nations, entre les hommes, tout simplement. Vivre ensemble, le sujet a intéressé notre rédaction. Cécile Gounandon, Koudous Abdoulaye et Roger Agosset nous proposent ici un regard inattendu à travers l'univers musical. Voyons donc. On se connaissait dans le quartier parce qu'on jouait au foot ensemble. Sweet Glory est l'un des membres du groupe musical Olbas, un groupe de 3 jeunes artistes reconnus grâce à Tais-toi. Morceau sorti en 2005, un modèle d'amitié, d'intimité, de solidarité, un exemple du vivre ensemble. Tais-toi. Mais 20 ans après, l'aventure solo a pris le pas sur le groupe. Chacun s'est mieux découvert. On est toujours mieux soi, quand on est soi-même, quand on est seul. C'est-à-dire, tu ne vis pas les problèmes de l'autre. Si l'artiste évoque ses raisons, pour le sociologue, le vivre ensemble est influencé par une multitude de facteurs individuels et sociétaux, source de divergences inéluctables. On a constaté que cela est dû à la notion du vivre ensemble et ce qu'on peut mettre dedans. Donc on a constaté que les groupes se mettent ensemble sans baliser trop le terrain, sans dire réellement ce qu'il faut pour pouvoir aller loin. Dans nos sociétés traversées de conflits et de facteurs divers, la culture du vivre ensemble s'impose comme une nécessité. Déjà d'emblée, nous pouvons voir que nous sommes là, nous rions, nous avons forcément une certaine tolérance l'un envers l'autre. Oui, le vivre ensemble est quelque chose de partagé de façon sociale. Accepter les différentes personnes que nous représentons et les différences également que nous portons tout simplement. Le 16 mai de chaque année vient rappeler à chacun l'importance du vivre ensemble à travers la célébration d'une journée mondiale. Et les chansons qui nous ont nourris, qui nous appellent à l'union, et quand on voit que ces groupes-là, même on ne donne pas l'exemple, ça ne nous donne plus trop envie d'écouter ces chansons. En duo, en trio ou en groupe, difficile de s'intégrer dans une vie professionnelle ou sociale sans l'esprit du vivre ensemble. Et si ensemble on est plus fort, le vivre ensemble en est la condition première. On poursuit ce journal avec une question qui fait courir l'exécutif et qui fait réagir, suscite des rumeurs dans l'opinion. Quelle est donc la part du gouvernement dans la sinistrose économique qui rend de plus en plus difficile le quotidien? Redoutable question pour le gouvernement qui a entrepris donc d'éclairer le Bénin profond sur les sources du mal-être. Cela nous échappe bien souvent, mais certaines catégories défavorisées sont davantage fragilisées par la crise et justement très sensibles et attentifs à la conjoncture. Des membres de l'association des sourds du Bénin se prononcent. Ézéchiel Diako, Timothée Riomi et Benjamin Denayon ont recueilli leurs opinions. On écoute. C'est une initiative louable. Ce que moi je retiens, c'est que le gouvernement a raison de commencer à sensibiliser la population afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passe vraiment. C'est d'abord dû à la crise Covid-19. Le monde n'était pas préparé à cette crise-là. Le gouvernement a parlé au plus pressé. D'abord, il y a eu des initiatives comme l'aide Covid-19. Le gouvernement a lancé un appel à candidature pour les artisans et autres catégories sociales pour les venir en aide. Il y a eu la guerre Ukraine. Cette guerre aussi a souffert beaucoup de choses. C'est difficile de trouver d'autres voies et moyens pour remplacer ces ressources qui viennent de là-bas. C'est ce qui a fait que
où tout devient cher maintenant. C'est bien pour le gouvernement d'aller sensibiliser les gens, mais il ne faut pas oublier les personnes handicapées aussi. La population Tokuno aussi a besoin d'être prise en compte. Il nous faut beaucoup de détails. Et les actions du gouvernement seront pénalisées. Il faut se rapprocher d'eux par tous les moyens, par les associations. Nous avons beaucoup d'associations, des associations sportives, des écoles, des églises. Oui, il ne faut pas oublier les handicapés non plus, leurs opinions comptent. Revisitons à présent les échos de la tournée gouvernementale. Ici, les dernières étapes du littoral. Nous allons au 7e, au 10e et au 7e arrondissement de Cotonou avec Alexandra Diotan et Ernest Tétégou. Pour cette dernière journée de sensibilisation dans le littoral, la mobilisation n'a pas faibli. Relayée par la presse depuis le début, la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie suscite un intérêt croissant auprès des populations. Celles des 9e et 10e arrondissements de Cotonou étaient d'ailleurs impatients d'exprimer leur point de vue sur la gestion de la crise actuelle. Il serait bien que l'État rachète directement auprès des producteurs les stocks de maïs, de gari et même d'huile, de sorte que les particuliers n'en fassent plus leur commerce pour nous les revendre cher. Êtes-vous là juste pour nous expliquer les causes de la cherté sur le marché? Mais non, on ne peut pas se limiter à cela. Pêle-mêle, diverses préoccupations sont ici posées. Quelques-unes reprises au cours de la session de l'après-midi par les ressortissants des 7e et 8e arrondissements. Pour y répondre, Véronique Toinfodé, Raphaël Akotayon et Wilfried Léandre Roubedji vont se succéder au devant de la scène, avec en renfort les représentants locaux, députés et autorités religieuses. C'est un fait que la TVA soit exonérée de même que les taxes douanières. Toutefois, la situation demeure difficile à vivre. En cela, je dirais, confions-nous à Dieu. L'État a pris des mesures pour atténuer l'effet de cette crise-là. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Nous avons posé la question de savoir comment faire pour qu'on constate ça. J'ai dit ce qu'il faut faire pour qu'on constate, c'est de renoncer aux mesures de subvention. Si on enlève les subventions, les gens vont constater l'effort que le gouvernement était en train de faire. Stop et fin de la randonnée dans le littoral. Occasion de sensibilisation sur les mesures d'atténuation de la cherté de la vie au Bénin. Ces 5 jours de tournée témoignent aussi et surtout du sens d'écoute du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Littoral toujours, satisfaction du devoir d'informer de la part du gouvernement et espoir de voir la situation s'améliorer. Ce sont entre autres les sentiments suscités à chaque passage des émissaires du gouvernement dans le littoral. Voici les différents avis recueillis par Alexandra Diotan et Ernest Tétégou. Cette salle affiche complet. Tout Godomé s'est mobilisé. Et c'est un véritable maître de la parole que le secrétaire général de la présidence de la République et le porte-parole du gouvernement se sont adressés à l'auditoire. Comme partout ailleurs, sont passés à la loupe les causes de la cherté de la vie et les mesures de riposte. Notre pays n'est pas en déficit de ce que nous devons manger. Les céréales, le vivrier, il y en a suffisamment chez nous. Et depuis 2018, grâce aux efforts du gouvernement, nous sommes passés 2e dans l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, malgré ça, on dit que les prix sont chers? Dans les pays où il y a le djihadisme, il y a de moins en moins de terres disponibles. Quand les terroristes ils vont quelque part, les gens fuient. Et si même ils ne fuient pas, on les empêche de faire l'agriculture. Donc, ils en manquent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais le Bénin, là, il a de bonnes récoltes. Allons chercher au Bénin. Et ils viennent chercher chez nous. Donc, nos producteurs aussi, quand les étrangers leur proposent beaucoup d'argent, ils sont tentés, ils prennent et ils vendent. La même chose pour le maïs, la même chose pour les autres vivriers. Le blé, le gasoil, le pétrole aujourd'hui, ça a pris un coût alarmant. Et nous avons vu que le gouvernement, pour atténuer ces coûts, a fait l'effort de subventionner ces produits aujourd'hui, qui ne sont pas encore rares sur le terrain,
et que nous arrivons encore à trouver. Nous avons des éléments nécessaires et suffisamment à notre niveau pour aller dire à la population que ce que les gens diffusent pour dire c'est le gouvernement qui a augmenté, qui fait que les choses ont augmenté, nous allons leur dire que c'est faux et leur donner les raisons suffisantes. En langue nationale fongui, le ministre de la Santé est revenu sur l'exonération des taxes sur la commercialisation des médicaments. Nous avons désormais les éléments de langage qu'il faut pour continuer cette sensibilisation au niveau de tous les arrondissements de la commune de Calavi. Avant Godomé, c'est Kwaou Amatine qui avait accueilli la délégation gouvernementale pour le même exercice. Et c'est ici que s'achève le périple des émissaires du gouvernement dans l'Atlantique. Une mission pédagogique, en somme, réussie. Petit souci d'aiguillage, je viens plutôt de suivre le point de la tournée gouvernementale dans l'Atlantique, un point fait par Lénaïk Agbazaou et Evari Zoumaou à travers les 10 étapes de cette tournée de l'Atlantique. Je reviens sur le sujet annoncé précédemment, le point dans le littoral, satisfaction du devoir d'explication du gouvernement perçu par les populations rencontrées et espoir de voir la situation s'améliorer. Ce sont entre autres sentiments perçus par nos reporters sur le terrain à l'issue de cette tournée dans le littoral. On va retrouver Alexandra Djotan et Ernest Tétégou. Face à la crise généralisée de cherté, le gouvernement a opté valoriser le consommation local. C'est ce qui justifie, entre autres, la subvention des intrants pour une campagne agricole réussie. Les populations des 2e et 13e arrondissements de Cotonou ont bien accueilli cette nouvelle. Au vu de la situation, cette rencontre est vraiment bienvenue. Revenons aux anciennes habitudes. Le riz produit au Bénin n'est pas vraiment consommé par la population. Si on peut bloquer les importations, ça va contraindre au consommation local. Sur le marché, le spaghetti coûte en moyenne 700 francs. Le litre d'huile, 1500. Les hydrocarbures sont par endroits hors de portée. Assimilés à une rencontre de vérité, les uns et les autres n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude quant à cette flambée exponentielle des prix des produits importés. Même rengaine de la part des populations du 13e arrondissement, rencontrées par la suite à la maison des jeunes de Agla. Nous avons constaté que la population a été très réceptive par rapport à cette campagne de sensibilisation. On a noté quand même que les populations attendaient, avaient soif d'informations. La délégation gouvernementale a pu expliquer les raisons fondamentales de cette conjoncture économique qui touche le Bénin à l'instar des autres pays. Le 113 est le numéro indiqué au plan national pour dénoncer tout cas de surenchère. Et puis à la dernière étape du littoral, Véronique Toinfodé fait le point. Elle revient sur les leçons à tirer au micro de Alexandra Djotan et d'Ernest Tétégou. Les populations étaient contentes d'échanger avec nous de près, en direct, et ont souhaité que ces échanges-là puissent se poursuivre à d'autres niveaux et à plusieurs reprises, que ce ne soit pas l'unique fois où nous venions à leur rencontre. Je pense qu'elles ont compris les causes réelles de la conjoncture économique qui sévit et nous sommes ensemble pour pouvoir, à travers les différentes mesures d'atténuation, réussir à apaiser un tant soit peu cette crise qui nous touche de près. Le point de tout ce qui a été dit et fait pendant cette séance sera fait à qui de droit et je vous remercie sincèrement pour l'engouement, pour la mobilisation massive et j'espère que nous allons tous vers le dénouement. Nous espérons de ces situations malheureuses mais qui ne dépendent pas de nous. On l'espère bien et on croise les doigts. Derniers échos de l'étape atlantique sillonnée par une délégation conduite par le secrétaire général de la présidence. Lénaïk Agbazaou et Evari Zoumaou nous font le point. Nous avons parcouru les 8 communes de l'Atlantique et nous avons choisi de poursuivre en même temps la tournée dans 2 gros arrondissements de l'Atlantique, en particulier de Ouidah et de d'Abomey-Calavi. J'ai noté avec les autres membres de la délégation un intérêt très fort des participants
pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et là, j'ai vu très clairement que le chef de l'État avait eu raison de nous engager dans cette mission. C'est vrai qu'on travaille beaucoup à Cotonou, mais ça ne se perçoit pas réellement dans la population. C'était très utile de parler de plus près avec la population. Elles comprennent. Donc, il ne faut pas qu'on laisse le champ à l'intoxication, aux rumeurs, que des informations précises sont disponibles et nous avons partagé ces informations avec les différentes couches sociales que nous avons rencontrées. À l'issue de cette tournée, je retiens un intérêt majeur des populations à écouter le gouvernement. Un intérêt majeur des populations à poursuivre la confiance qu'ils font en chef de l'État, qu'ils ont en notre chef d'État. Et c'est un encouragement pour nous qui servons de plus près le chef de l'État. Autre actualité, El Hadj Boukari Idrissou, l'imam central de Boycon, est désormais à la tête du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin. C'est à la faveur du 5e congrès ordinaire de l'institution, placé sous le thème « Enjeux et défis associés à la mobilisation de fonds ». Le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités politiques ont honoré la cérémonie. Roland Tchanka Kanel Kapo. C'est le nouveau visage de l'Union islamique du Bénin, El Hadj Boukari Idrissou, imam central de Boycon. À son élection ce samedi, toute la crème de la communauté musulmane du Bénin, d'éminentes personnalités politiques, des élus de la ville de Boycon et des dignitaires de haut rang étaient mobilisés. Cet événement, qui se tient à bonne date aujourd'hui, est un message fort à tout et chacun de nous. Après une première expérience de 5 ans à la tête de cette organisation, c'est l'heure du bilan, mais rien n'est fait tant qu'il reste à faire encore. L'islam est une religion de paix. Depuis 1713, cela est attesté dans le royaume de Dahomey. En ce moment-là, le roi Agadé avait des problèmes. Il n'y avait pas la pluie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de là qu'un ami commerçant appelé Seydou, c'est un manier, qui lui a dit, bon, tes problèmes, les musulmans peuvent te trouver une solution. Je souhaite que nous nous pardonnons tous du passé, que vous oubliez à Dieu et pardonnez toutes les vexations, les rancœurs qu'il y a eu entre nous. Ce que je voudrais, c'est à travers tout ce qui a été dit que l'unité tant voulue et recherchée et demandée tout à l'heure dans les prières soit une réalité. Plusieurs réformes ont été amorcées en 2017 par l'ancien bureau. Boukari Idrissou et ses pairs devront les poursuivre, mais plus particulièrement relever le défi du financement approprié de l'Union islamique du Bénin. Tout ce qu'il a fait pour cette communauté. Retour sur cette actualité sportive, c'est un très beau coup sportif que le Bénin a réalisé. Le Bénin part à la conquête de la puissance du basketball américain. Un rêve se concrétise ainsi avec la signature d'un mémorandum entre le ministère des Sports et la prestigieuse National Basketball Association. Et ceci grâce au dynamisme de l'ex-international basketteur Ian Maimi. L'acte de coopération sportive et intervenu a été réalisé au ministère des Affaires étrangères de la coopération sous les yeux de Jocelyne Sénahon et Patrick Imanvo. La National Basketball Association pose ses valises au Bénin pour booster la pratique de la discipline. Ceci passe par la signature d'un mémorandum pour le développement du basketball béninois. Ce jour est un grand jour pour notre pays. Parce que, comme vous le constatez, nous sommes en train de signer un protocole d'accord, un mémorandum relatif au développement du basketball dans notre pays, le Bénin, avec la plus grosse ligue, la plus grande, la plus prestigieuse qui ait jamais existé dans l'histoire.
Pour ceux qui connaissent le basketball, il n'y a rien de plus élevé, de plus grand que la NBA. C'est la ligue qui rassemble un peu plus de 400 joueurs et ce sont les 400 meilleurs au monde chaque saison. Ce partenariat géant s'est concrétisé et a vu le jour grâce au dynamisme de l'ancien basketteur international d'origine béninoise, Yann Mahemi. Le président de la NBA Africa nourrit de grandes ambitions pour ce partenariat qui lui fait fouler pour la première fois le sol béninois. Le spécial point d'honneur revient à Yann Mahemi, ancien joueur de la NBA qui a tout œuvré pour la concrétisation de ce partenariat dans son pays d'origine. Il est très dévoué à faire développer le sport ici. C'est une chance pour le Bénin. Nous sommes également très heureux d'avoir constaté le grand pas qu'a fait le gouvernement béninois dans la réalisation des infrastructures sportives. Avec la NBA Africa, nous mettrons les moyens. Nous ferons en sorte que le basket soit développé et profite à la jeunesse béninoise. La première autorité de la boule orange au Bénin est satisfaite de cet aboutissement. Elle explique les chances équitables disponibles pour les pratiquants de la balle au panier au Bénin. Nous devons, à travers ceci, aujourd'hui, donner la chance à chaque Béninois, comme l'a dit le ministre, quel que soit le coin où il est, qu'il soit élève, étudiant, fonctionnaire. L'essentiel, c'est qu'il soit un pratiquant de basketball, qu'il soit jeune, lui donner la chance de rêver. Le Bénin est lancé pour être le meilleur dans tous les sports, notamment au basketball. Les différents moyens pour atteindre l'objectif sont désormais disponibles. On enchaîne avec une note de gaieté avec cette attraction créée par la délégation de l'Union européenne au Bénin. Il s'agit de ce concert qui a marqué la Semaine de l'Europe au Bénin. Un concert géant à la plage Fidjro 7 Cotonou qui a drainé du monde et pour cause. À l'affiche, des artistes béninois de renom. Oui, ça fait du bien par ces temps de morosité, n'est-ce pas Gilles Dansou et Varizo Mao. La Semaine de l'Europe au Bénin, un concert inédit pour marquer l'événement. Louakemi, Don Metok, et le spectacle était attrayant, en témoignent tous ces regards pleins d'admiration. J'ai mémoire d'un beau concert et de chanteurs assez exceptionnels, et de musiciens fabuleux, et des musiciens extraordinaires. Et ça, j'avoue que je suis assez stupéfait de voir de quelle manière j'entends ces chanteurs et ces musiciens de grande qualité. Des artistes béninois qui expriment leur talent, du beau et simplement du beau. Un concert qui a drainé du monde et les appréciations sont édifiantes. C'est un concert qui m'a véritablement plu. J'ai même invité un ami à moi qui est venu de Porto Novo. J'ai avec moi mes enfants. Ils sont vraiment contents. Ça s'est bien passé. On s'est bien rigolé. Bon, tout s'est bien passé quand même. J'ai vraiment aimé. La Semaine de l'Europe au Bénin, une réussite. Un sujet des temps qui nous offre la transition vers un autre sujet, mais qui fait grise mine. Le Mali a annoncé dimanche dernier son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Une façon pour le pays de protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation. Qu'est-ce qu'une telle décision entraîne comme conséquence? Ariane Da Silva et Michel Elegbe ont posé la question à Morgan Asogba, analyste géopolitique. Donc cette décision vient juste confirmer la position et la dynamique dans laquelle le Mali s'inscrit, qui est une dynamique qui souhaiterait voir le Mali prendre part de façon plus ou moins impliquée dans le processus de prise de décision en ce qui concerne tout ce qui a rapport au Mali.
Et ici, vous êtes dans un contexte où on parle de G5 Sahel, une coalition qui est censée lutter contre le terrorisme. Et le Mali semble être au cœur de cette dynamique d'instabilité sécuritaire qui sévit dans le Sahel et actuellement dans le golfe de Guinée. Ce refus de permettre au Mali d'assurer la présidence de cette force est tout à fait logique, dans le sens où vous avez un État, le Mali, dont le leadership est contesté par l'un des partenaires majeurs de cette coalition, de cette force G5 Sahel, puisque c'est tout à fait évident qu'il s'agit de la France. Et la France et le Mali aujourd'hui traversent une relation assez compliquée. Refuser au Mali de prendre le leadership vient confirmer la contestation qu'on semble avoir du leadership qui existe au Mali. Et cela est problématique puisque cela fait partie des clauses du contrat qui a été signé ou de l'accord de coopération qui a été signé dans le cadre de cette force. À long terme, nous allons continuer à assister à ce processus de désintégration qui semble exister déjà en Afrique de l'Ouest, puisque vous avez le Mali, vous avez le Burkina, vous avez la Guinée, qui semblent ne plus faire partie forcément du processus d'intégration qu'incarne la communauté, la CEDEAO. Nous bouclons ce journal avec un petit tour du monde en bref. On commence par le Rwanda où le gouvernement prête main forte au secteur privé affecté par la Covid-19 et puis le Conseil de sécurité de l'ONU qui alerte sur le développement du terrorisme dans le Sahel. Et pour finir, la Turquie qui s'oppose à l'élargissement de l'OTAN après la demande d'adhésion de la Suède et de l'Irlande. René Kofi et Génial Afoula. 150 millions de dollars, c'est la somme que le Rwanda a décaissée pour soutenir le secteur privé affecté par le Covid-19, un montant particulièrement destiné au secteur manufacturier. Il va permettre de booster la production locale qui représente le secteur clé du pays. Il faut noter que le Rwanda a également pris des mesures pour faire face à la hausse des prix. La Turquie s'oppose à l'élargissement de l'OTAN après l'adhésion officielle de la Suède et de la Finlande. Le pays émet des réserves concernant cette adhésion, accusant les deux pays d'abriter des membres de groupes militants kurdes qu'il considère comme une organisation terroriste. Au cours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la secrétaire générale pour l'Afrique alerte sur le développement du terrorisme au Sahel. Selon elle, les pays de la région doivent intensifier leurs efforts pour le respect et la protection des droits de l'homme. Pour elle, la priorité est de trouver un compromis entre les différents acteurs de la région afin d'éradiquer le terrorisme. C'est à la fin de ce journal. Retenez ce prix pour finir. 1300 francs CFA ainsi est fixé officiellement. Le prix de l'huile végétale raffinée partout au Bénin. Retenez encore 1300 francs CFA. Le prix de l'huile alimentaire végétale partout au Bénin. Décision prise par arrêté du ministère de l'Industrie et du Commerce aujourd'hui même. Ça prend effet aujourd'hui et ça va durer 3 mois. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.